Alors, nous abordons ce jeudi un chapitre assez vaste dont je ne pourrai que dessiner les contours, à savoir l'histoire de la civilisation au XIXe et au XXe siècle. Donc c'est un sujet qui concerne à la fois l'histoire des sciences, l'histoire de la pensée, l'histoire de l'art et la civilisation au quotidien, c'est-à-dire que je vais utiliser ici le mot culture dans son sens extensif, c'est-à-dire dans son sens allemand, qui est Kultur, et le mot civilisation, donc au sens très très large, et qui n'est pas simplement limité à la culture des élites. Alors, pour aborder l'histoire de la civilisation au XIXe et au XXe siècle, il paraît inévitable de commencer par le progrès tout à fait remarquable des sciences et des techniques, qui a vraiment marqué les deux derniers siècles. Alors, dans l'histoire des sciences, vous savez que les sciences sont étroitement liées à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec les techniques, et c'est ce qui permet d'ailleurs la révolution industrielle. J'ai déjà fait un cours sur le sujet, et donc je ne reviens plus sur ce thème. En revanche, il faut peut-être repérer dans la chronologie quelles sont les grandes dates qui ont marqué la civilisation occidentale. Alors, dans la première moitié du XIXe siècle, commence déjà un certain nombre de progrès dans le domaine de l'électricité. En 1800, Volta, un Italien, invente la fameuse pile. Et vous savez que les volts sont une unité de mesure en électricité. Il y a également ampères, bien entendu. L'électricité va connaître des progrès tout à fait prodigieux dans le courant du XIXe siècle. Progrès liés à la science fondamentale, mais aussi à ses applications. Je pense surtout à des applications dont nous n'avons pas fini de profiter à l'heure présente, à savoir l'invention du phonogramme avec Edison, l'invention également de l'ampoule électrique en 1878. Vous avez également d'autres progrès qui sont liés, je réfléchis un petit peu dans le domaine de l'électricité, bien entendu au moteur à explosion, tout d'abord lié au moteur à explosion avec l'usage du gaz avant le pétrole, avec le noir dans le dernier tiers du XIXe siècle. Vous aurez bien entendu l'invention du moteur à explosion appliqué avec comme combustible le pétrole à la fin du siècle, qui va conduire à l'usage généralisé de l'automobile après la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez avoir également l'usage de l'électricité tout simplement pour faire marcher les machines dans les usines. Je ne sais pas si je vous ai dit que l'ampoule électrique, je ne vous en ai peut-être pas parlé, l'ampoule électrique date de 1878. Dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la biologie, les progrès sont importants également. Dans le domaine de la chimie, Mendeleïev va en 1868, je crois, mettre au point son fameux tableau des éléments, où sont mentionnés les masses atomiques des différents éléments. Vous avez également dans le domaine de la biologie des progrès tout à fait significatifs, avec vers 1865 la mise au point des premières lois, des lois fondamentales qui sont celles de la génétique, avec Mendel, qui est un moine tchèque, qui met au point la théorie de l'hérédité. Vous avez déjà eu en 1859 la publication de cet ouvrage publié en anglais, cet ouvrage essentiel de Charles Darwin, L'origine des espèces,
liées à la sélection naturelle des individus dans une espèce donnée. L'évolutionnisme est évidemment une théorie qui a pu être vérifiée dans les faits, et cette théorie est maintenant presque universellement reconnue. Il y a quelques savants qui émettent encore quelques doutes, mais ils sont vraiment la minorité de la minorité. Il a fallu d'ailleurs attendre 1998 pour que l'Académie pontificale des sciences et le pape lui-même, Jean-Paul II, reconnaissent que la théorie évolutionniste était sans doute plus qu'une hypothèse. Mais il a fallu attendre donc, je vous dis, la fin du XXe siècle pour que le Vatican reconnaisse enfin que la théorie de l'évolution n'était pas une absurdité. Vous voyez, c'est très très récent. Vous vous souvenez aussi peut-être qu'il a fallu plusieurs siècles pour que les théories de Galilée soient enfin acceptées et que soit levée sa condamnation officielle. Voilà, donc l'Église est toujours en retard de plusieurs trains par rapport à l'évolution de la science. Mais, hélas, le créationnisme reste, non pas chez les scientifiques, mais chez beaucoup de gens présents, quand vous pensez à l'importance du créationnisme dans l'enseignement d'écoles privées, je dis bien aux États-Unis, quand vous voyez encore que j'ai toute une série de fondamentalistes, qu'ils soient protestants, qu'ils soient même catholiques, et qu'ils soient musulmans, le créationnisme est encore toujours là, hélas. Ils considèrent encore qu'il faut prendre la Bible ou le Coran à la lettre et qu'il ne faut pas considérer, je dirais, le texte de la Genèse comme autre chose qu'une sorte de parabole, de grands mythes, de grands récits des origines pour des gens qui étaient des gens simples au moment où ces textes ont été diffusés, bien entendu. Alors, que vous dire encore pour l'évolution de la science au XIXe siècle? Je vous ai parlé de la chimie, de la biologie, oui, un petit peu de la physique avec l'électricité. Vous devez savoir quand même que c'est à la fin du XIXe siècle que l'on découvre la radioactivité. C'est von Röntgen qui la découvre. Ces recherches vont être approfondies par Pierre et Marie Curie au début du XXe siècle. Ils vont d'ailleurs avoir le prix Nobel, d'ailleurs, pour ces découvertes. Radioactivité, donc, du radium et du polonium. Pourquoi polonium? Parce que Marie Curie était une polonaise. Et vous savez que le nom des éléments a souvent été lié dans le domaine des découvertes d'une manière générale au nom d'inventeur. Il ne faut pas chercher plus loin. Cela va permettre également l'usage des rayons X à des fins de détection de problèmes internes dans le corps humain. Les rayons X vont être utilisés déjà pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça permet de voir effectivement si les membres sont cassés, où ils le sont, où se situent, et toute une série de traumatismes du corps humain. Mais vous savez qu'à cette époque-là, on n'en était qu'aux expérimentations et qu'un usage répété ou prolongé des rayons X peut conduire effectivement à l'apparition de cancer. Marie Curie elle-même est morte d'un cancer parce qu'elle avait justement été soumise trop longuement à la radioactivité. Alors, voilà en gros pour le XIXe siècle quelques grands progrès scientifiques. Dans le domaine de la médecine, je pourrais quand même vous dire également que vers 1820, Laennec met au point le stéthoscope. C'est au fond un moyen média également, comme la radioscopie qui apparaît beaucoup plus tard, et qui permet d'identifier un certain nombre de maladies en auscultant le patient, en particulier
en écoutant donc ses poumons, hein, pour savoir exactement ce qu'il a. J'aurais pu vous citer également les travaux de Claude Bernard, hein, et la publication de son introduction à la médecine expérimentale. Donc on passe de cette médecine très théorique, qui était celle des savants que l'on trouve encore dans Molière, hein, les savantissimi doctores des malades imaginaires. Ceci dit, la médecine avait progressé quand même au XVIIIe siècle. Hein. Souvenez-vous que Jenner, j'ai dû voir ça l'an passé avec vous, est à l'origine de l'inoculation. Et vers 1885, en 1885, Louis Pasteur met au point le vaccin contre la rage. Et un de ses disciples, Koch, va, comment dirais-je, identifier le fameux bacille qui porte son nom. Voilà donc pour les progrès scientifiques. Alors, dans le domaine de l'histoire de la pensée, vous avez quelques grands penseurs au XIXe siècle, hein, bien sûr, que je ne vais pas, dont je ne vais pas développer la pensée parce qu'elle l'est dans mon cours de première, dans mon cours de philosophie, l'histoire de la philosophie. Retenez quand même dans ce domaine le nom de Hegel, hein, qui est à l'origine d'un système idéaliste. Retenez également le nom de Karl Marx, dont je vous parlerai lorsque l'on étudiera la révolution industrielle et de ses conséquences sociales. Vous parlerez à ce moment-là de Karl Marx et des progrès du socialisme. Karl Marx qui fait reposer son analyse des sociétés sur la lutte des classes, puisqu'il y a deux classes antagonistes qui s'opposent, et que, inévitablement, à ses yeux, le capitalisme est destiné à disparaître au profit d'un système communiste à terme. Ce système s'appelle le matérialisme historique, hein, qui est basé lui-même sur le matérialisme dialectique, qui est tiré de l'idéalisme dialectique de Hegel. Un autre penseur important, c'est Auguste Comte, qui est le fondateur du positivisme. Pour lui, l'histoire de l'humanité voit la succession de trois âges: un âge théologique dominé par la superstition, la religion, puis un âge métaphysique où domine l'abstraction, et enfin un âge positif, hein, où c'est la science qui enfin domine et permet les progrès dans la société. Le XIXe siècle est l'époque de la croyance au progrès presque infini de l'humanité grâce à la science. C'est vraiment l'époque où on croit que la science va tout résoudre. Or, l'on sait, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, que la science ne résout pas tout et que même elle crée des problèmes, en particulier dans le domaine de l'éthique, la bioéthique, dans le domaine de l'écologie, etc. J'espère ne pas oublier de vous en parler tout à l'heure. Voilà quelques grands penseurs que je vous cite. Dans le domaine de la littérature est marquée par quelques grands courants. La première moitié par le romantisme, en France, d'abord en Angleterre et en Allemagne, puis en France, aussi en Italie et dans les autres pays européens. Le romantisme, en fait, est un courant littéraire et artistique qui place l'individu au centre des préoccupations, le singulier face à l'universel qui était développé par le classicisme. Le romantisme met en évidence également, outre l'exaltation du moi de l'individu, le pittoresque, le goût. Il a un goût prononcé également pour le nationalisme, et donc pour les origines nationales des pays où il se développe, à savoir le Moyen-Âge. Donc les romans de chevalerie vont vers Florès, je pense en particulier en Angleterre avec les romans de Walter Scott. Vous connaissez Ivanhoe, Quentin Durward et d'autres. En France, ce mouvement
est initié par des personnages comme Chateaubriand, qui écrit Atala, qui écrit René, le génie du christianisme. Il est poursuivi par Théophile Gautier, par Lamartine, par Vigny dans le domaine de la poésie, par Victor Hugo surtout, qui va être un des leaders de l'école romantique, en particulier lorsqu'en 1830 a lieu la présentation de Cromwell et où a lieu la fameuse, lors de la représentation de Hernani, dont l'action se situe à l'époque de Charles Quint, au XVIe siècle, mais c'est dans la préface de sa pièce Cromwell que l'on trouve le manifeste du romantisme. Et les romantiques, et Victor Hugo au premier chef, vont essayer de casser dans le domaine de la poésie et donc de la tragédie également en vers, les règles très strictes qui étaient celles du classicisme et que vous connaissez, c'est-à-dire les vers dodécasyllabes, donc avec 12 syllabes par vers, des vers qui riment par paire, avec des pièces de théâtre basées sur 5 actes, où c'est dans le 4e acte que se noue l'action, et se dénoue l'action évidemment dans le dernier acte. Le classicisme qui était basé également sur la fameuse règle des 3 unités, unité de lieu, unité de temps et unité d'action, et qui était basé également sur la règle de la bienséance, entre autres choses. Autrement dit, à cet ordre classique, qui c'était l'ordre, je dirais, l'ordre Louis XIVien, celui d'une société où tout le monde se trouvait dans des cases bien précises, c'était en fait, cet ordre classique était étroitement lié à l'idéologie royale, à la monarchie absolue dans les différents pays à l'époque. Eh bien, à ce classicisme va succéder une période où les artistes veulent se détacher justement de cet ordre très rigoureux pour laisser libre cours à leur imagination, par opposition à la raison qui dominait dans les 2 siècles qui précédaient. Le romantisme est lié en France également à la fin des guerres napoléoniennes, au désœuvrement de cette jeunesse qui avait été pleine d'espoir au moment de la Révolution et au moment de l'Empire, et qui va se trouver désœuvrée parce qu'elle n'a plus le choix au moment de la Restauration en France. Et c'est comme ça que vous avez des romans emblématiques comme Le Rouge et le Noir de Stendhal qui reflètent bien le choix très limité devant lequel se trouve Julien Sorel entre d'une part le noir qui symbolise l'ordre social conservateur, symbolisé en particulier par l'Église, le noir c'est la couleur du clergé, ou qui a le choix avec la rébellion, la révolution, symbolisée par la couleur rouge. Finalement, il choisira la 2e voie, la rébellion, et ça finira très mal pour lui, puisqu'il finira, après un meurtre, par être décapité. Donc, ce roman, Le Rouge et le Noir, est très significatif de l'atmosphère de cette époque romantique, de cette jeunesse désabusée. Ses parents, les pères de cette jeunesse, avaient connu la Révolution, l'épopée napoléonienne, et puis on se retrouvait dans un régime conservateur, celui des rois Louis XVIII et Charles X en France. Ce mouvement romantique avait déjà été initié, d'ailleurs, dans la 2e moitié du XVIIIe siècle par les Anglais et surtout par les Allemands, avec Schiller et avec Goethe, qui, en 1774, avait publié les fameuses Souffrances du jeune Werther, un roman épistolaire à l'issue duquel le héros se suicide. Et toute une jeunesse s'était retrouvée, évidemment, dans ce héros Werther, dont Massenet a fait un opéra. Ce romantisme, on le trouve également dans le domaine, justement, de la musique.
pensez à Schubert, pensez à Schumann, pensez à l'opéra. Je vous ai dit tout à l'heure que le romantisme est très lié au nationalisme, et surtout de ces nations naissantes que sont l'Italie ou l'Allemagne. Je vous rappelle que c'est à la suite d'un opéra joué à la Monnaie à Bruxelles que la Révolution s'est mise en route dans nos contrées. Vous allez avoir un compositeur très patriote qui va accompagner tout le risorgimento en Italie, c'est-à-dire la renaissance de cet état, enfin plutôt la naissance de ce sentiment patriotique en Italie, c'est Giuseppe Verdi. Tous les opéras de Verdi, la plus grande partie des opéras de Verdi, ce sont des opéras très nationalistes. Enfin, tous j'exagère un petit peu, mais il y en a quelques-uns. Pensez à Aïda, tout simplement, qui est joué en 1869, si mes souvenirs sont bons, justement à la veille de l'unification définitive de l'Italie, justement lors de l'inauguration du canal de Suez par l'impératrice des Français, Eugénie de Montijo, donc la femme de Napoléon III. Aïda met en scène l'opposition entre les Égyptiens d'une part et d'autre part les Éthiopiens. C'est l'époque où l'Italie va bientôt vouloir justement conquérir l'Éthiopie, qui est un des rares territoires africains qui n'est pas encore entre les mains d'une puissance coloniale. Les Italiens vont d'ailleurs bientôt être défaits, c'est la bataille d'Adwa, où ils sont défaits par le Négus Ménélique, et il faudra encore attendre 1935 pour que Mussolini se relance dans l'aventure éthiopienne, où il sera d'ailleurs éjecté quelques années plus tard, donc en 1941 par les Anglais. Voilà. Alors, dans le domaine de la musique, mais alors là, on n'est plus vraiment dans le romantisme, on se rapproche du symbolisme. Vous avez, c'est un cas à part, bien entendu, les opéras de Richard Wagner, bien entendu, Lohengrin, Tannhäuser, les Nibelungen, le Ring, et bien d'autres, Parsifal, etc., qui plongent justement dans la mythologie germanique et participent de ce mouvement nationaliste. Vous savez, l'usage aussi, quand on fait les nazis, à partir de 1933, Wagner était évidemment le compositeur adulé par Hitler et l'aristocratie nazie. Alors, je ne vais pas vous expliquer évidemment toute l'histoire de la musique, parce que sinon on ne fera plus que ça, et je n'aurai pas eu l'occasion de vous parler des autres aspects de la civilisation au XIXe et au XXe siècle. Quand même quelques éléments concernant l'histoire de l'art. L'histoire de l'art qui est en résonance immédiate avec l'époque, et c'est ainsi que le romantisme que l'on trouve en littérature, en musique, se retrouve évidemment dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine de l'architecture, de la peinture, de la sculpture. Je vais peut-être vous montrer ici deux œuvres qui permettent de voir la distance qui sépare le néoclassicisme qui avait cours encore à l'époque, dans la première moitié, au début donc, du XIXe siècle, par opposition au romantisme. Alors, je n'ai pas apporté des œuvres de Ingres qui représentent vraiment le classicisme et l'académisme, mais je vous ai apporté, j'espère, en tout cas voilà, un fascicule consacré à Louis-Nicolas David, qui était le peintre officiel de Napoléon, puisqu'il a peint le fameux Sacre. Et alors je vais prendre une œuvre qui est assez significative de ce qu'est le néoclassicisme. Voilà. Alors c'est le serment, essayez de bien tenir, le serment des Horaces à Rome. Alors vous connaissez peut-être l'épisode des origines de Rome, où Rome est menacée par les Alpins,
d'Alpes d'Alongue, et pour essayer de déterminer lequel des deux peuples va dominer l'autre, plutôt que d'envoyer tous les soldats d'un camp contre tous les soldats d'un autre, on aurait, évidemment c'est légendaire, légende, ça ne s'est pas passé comme ça, opposé les champions, c'est-à-dire les personnages, les soldats les plus vaillants d'un camp contre ceux dans l'autre camp. Donc ce sont deux familles qui se sont opposées. Il y avait d'une part les Curias, représentant donc les Albins, et d'autre part les Horaces, représentant les Romains. Et alors ce que vous voyez ici, c'est le fameux serment. Le serment, vous voyez les trois fils qui sont en train de prêter serment face à leur père. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous avez l'ordre classique qui est représenté. Vous avez une symétrie parfaite dans ce tableau, une symétrie parfaite. Regardez les arcades. Voyez la position où se trouve le père, dans la partie centrale. On peut vraiment diviser ce tableau en deux. Vous voyez également que les couleurs sont très sobres. Les couleurs ne débordent jamais le tracé de la partie du tableau qui leur est impartie. Vous allez voir également qu'il s'agit d'un thème tiré de l'Antiquité classique. Et le classicisme prenait comme source privilégiée, donc, systématiquement, l'Antiquité classique. Souvenez-vous des tragédies de Racine, par exemple, qui datent de 1667 à 1677, elles sont toutes prises de l'Antiquité classique ou de l'Antiquité biblique, pour quelques-unes d'entre elles, comme Esther ou Athalie. Les autres, en fait, sont tirées de l'Antiquité même romaine, quand vous pensez à Britannicus, quand vous pensez à Bérénice, même l'Antiquité grecque pour Andromaque. Voilà. Alors, retenez que les thèmes du classicisme et du néoclassicisme, donc c'est l'Antiquité. Au niveau de la forme, c'est la symétrie, la rigueur, et au niveau des couleurs, ce sont des couleurs sobres. Le dessin a plus d'importance que je dirais certainement que la forme, que le mouvement. Il n'y a pas de mouvement, on dirait que c'est une photo. On dirait que c'est une photo. Il n'y a aucun mouvement, on dirait que c'est tout à fait figé. C'est tout à fait figé. Je vous montre un autre exemple qui paraît tout à fait surréaliste. Il y en a beaucoup ici dans. Ben oui, c'est la bataille, ça concerne également l'époque légendaire de Rome, c'est l'enlèvement des Sabines. Les Sabines, vous savez, les Romains, après la création de Rome, c'était tous des hommes, ils avaient besoin de femmes, donc ils ont été enlevés. Ils avaient invité les Sabins à venir participer à des jeux, si mes souvenirs sont bons, et ils ont enlevé leurs femmes parce qu'eux-mêmes avaient besoin de se reproduire. Voilà. Ici, vous avez l'enlèvement des Sabines. Alors, vous voyez, tout ça est entremêlé et pourtant, il n'y a aucun mouvement. En fait, tout paraît tout à fait figé. Bien qu'il y a du mouvement dans la scène, mais c'est présenté de telle manière comme si vraiment tout était figé. Vous allez voir la parfaite symétrie également. On dirait qu'on a placé les différents acteurs de cette scène imaginaire et légendaire à des endroits précis. On leur a dit, maintenant, vous ne bougez plus. Souriez, on fait la photo. Vous voyez, c'est nouveau des couleurs très froides. Vous voyez ici un jaune glacé. Ce n'est pas un jaune chaleureux. Alors maintenant, on compare ceci, David, avec le grand chantre de la peinture romantique et de la croix. Vous allez voir tout de suite la différence. Alors, ici, vous avez une scène, donc, qui se situe donc en Afrique du Nord. Alors, déjà, l'Antiquité, il n'en est plus question. Ici, il s'agit d'une scène exotique. Et les romantiques, je vous ai dit, s'intéressent au pittoresque. Or, le pittoresque, on le trouve où? Soit dans des scènes historiques, liées au passé national, c'est-à-dire au Moyen-Âge, soit on va le chercher en Orient. Donc, les romantiques prisent beaucoup l'Orient. Mais Chateaubriand lui-même est parti de Paris pour aller à Jérusalem. Il a fait tout le voyage
en traversant toutes les contrées, un peu suivi le chemin des croisades, si vous voulez, et il était passionné par l'Orient. Il est passé bien sûr par la Grèce, voilà, parce qu'il y avait encore un goût pour l'Antiquité classique, parce que lui-même est à cheval sur les deux périodes, mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'exotisme de l'Orient. Voilà. Vous voyez que ce sont des couleurs plus chaudes aussi, hein. C'est plus le jaune qu'on a vu tout à l'heure, ce jaune glacé. Hein, ce sont des couleurs plus chaudes. On voit le soleil est là, mais c'est un soleil qui brille, c'est un soleil méditerranéen. C'est plus du tout le soleil qui se trouve pourtant à une altitude qui est à peine plus élevée, à Rome. Hein. Là, on avait l'impression d'être pratiquement dans les froidures du nord, tandis qu'ici, on est vraiment dans un pays chaud. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Et alors, vous voyez ici que ça bouge, vraiment. On n'a pas l'impression que c'est une photo. On a l'impression plutôt que c'est un film et qu'on a fait un arrêt sur image dans un film. Ce n'est pas la même chose qu'une photo, on a demandé à tout le monde de s'arrêter. C'est une scène de la vie quotidienne. Tandis que de l'autre côté, on voit que c'est tout à fait académique à prêter. Alors, un tableau célèbre aussi. Alors, vous voyez vraiment le romantisme, c'est la liberté guidant le peuple. Hein. C'est un tableau très célèbre concernant la Révolution de 1830 en France. Vous avez Marianne, hein, les seins dénudés, qui tient le drapeau français, et vous voyez à côté de Marianne, à sa gauche, oui, un petit garçon, comme ça en adolescence, c'est Gavroche, évidemment, qui tient 2 pistolets. Vous voyez également un homme avec un chapeau buse. Autrement dit, vous avez toutes les classes sociales qui sont représentées, qui veulent vraiment mettre à bas le système absolu de Charles X. Donc c'est la liberté face à la réaction. Et on voit le peuple dans ses différentes composantes, la composante, je dirais vraiment populaire, des gamins de rue, et d'autre part, les bourgeois. Vous voyez cet homme avec son chapeau, hein, c'est quand même pas un chapeau d'ouvrier, on est bien d'accord. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de mouvements. Alors ici, un thème romantique aussi, hein, ce sont les massacres de Kio. Alors, la Grèce lutte pour son indépendance dans les années 1820. En 1829-1830, la Grèce devient indépendante de l'Empire ottoman, mais préalablement, il y avait eu des massacres sur l'île de Chios, hein, et Delacroix a représenté ces massacres de l'armée ottomane, qui avait à sa tête d'ailleurs le pacha Mehmet Ali, qui va bientôt devenir le vice-roi d'Égypte. Donc j'espère que vous avez bien vu la différence à la fois au niveau regardez encore cette scène ici, où on voit justement des orientaux dans une chasse au lion. Regardez comme les couleurs sont chaudes par rapport à ce que vous avez pu voir tout à l'heure dans les tableaux de David. Vous voyez que les couleurs, il y a des contrastes très forts entre les couleurs. Vous voyez que le peintre n'hésite pas à déborder des lignes tracées par ses dessins. Et de nouveau, un thème oriental. Alors, au XIXe siècle, puisque j'y suis, autant continuer, parmi les peintres réalistes, alors oui, le réalisme en fait, c'est à la fois dans la littérature et dans l'art, en fait, la réaction au romantisme. Vous savez que l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art fonctionne toujours entre 2 pôles. Entre le mouvement et l'ordre, hein, entre, je dirais, la rigueur et d'autre part l'imagination, voilà, entre les couleurs et d'autre part le dessin, le tracé précis, et donc au romantisme, qui couvre en gros la première moitié du XIXe siècle, succède un autre courant qui dure une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années, que l'on appelle le réalisme, et qui va se poursuivre par ce qu'on appelle le naturalisme. Dans le domaine de la littérature, vous avez Gustave Flaubert, qui a produit ce chef-d'œuvre qui est Madame Bovary, qui se situe en Normandie, près de Caen. Vous avez
également, je réfléchis un petit peu, bien sûr, Guy de Maupassant, et vous avez enfin, je dirais, le réalisme poussé. Vous avez eu aussi Balzac, même s'il a eu une phase romantique, c'est aussi, il décrit la société telle qu'elle est, dans sa grande série La Comédie humaine, il décrit toutes les classes sociales, et le problème de l'argent est tout à fait récurrent dans tous ses romans, parce que lui-même, Balzac, était toujours un gros d'argent. Hein. Jusqu'à sa mort, il a eu des problèmes d'argent, mais il était aussi très dépensier, hein, il faut le savoir. Mais alors, l'écrivain qui pousse à son paroxysme le réalisme, au point que l'on parle de naturalisme, c'est évidemment Émile Zola. Émile Zola, qui dans sa série Les Rougon-Macquart, ça fait plus d'une vingtaine de volumes, décrit toutes les classes sociales qui composent donc la société française. Il décrit les paysans, il décrit les employés, les milieux d'argent, la spéculation, les mineurs dans Germinal, la dure condition ouvrière également dans l'Assommoir, avec ce danger qui est l'alcoolisme, etc., etc., etc. Mais dans le domaine de la peinture, vous avez là également ce réalisme qui transparaît et qui correspond en France, d'ailleurs, que ce soit pour la littérature ou l'art, au Second Empire, en gros. En gros, c'est le Second Empire. Cette époque où la société française connaît un prodigieux essor sur le plan économique. Alors, je vais vous montrer ici un tableau célèbre de Gustave Courbet, qui est l'enterrement à Ornans, je crois bien que c'est celui-là, je ne vais pas me tromper avec un autre enterrement. Attendez, je vérifie par sécurité. Alors, c'est le 5. C'est l'enterrement à Ornans, ça me paraissait évident, mais ça me paraissait tellement évident que je n'aurais pas trouvé une fois, vous voyez. Voilà, alors c'est le tableau qui se trouve justement ici, en bas. Alors c'est une scène de la vie quotidienne des campagnes qui cherche à représenter les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est la grande différence entre les romantiques et les réalistes. Alors, évidemment, à partir de 1872, il y a un courant qui est très connu et qui a encore la faveur du public, c'est la naissance de l'impressionnisme. En effet, Monet peint pour la première fois un tableau qui s'appelle Soleil couchant, Impression soleil couchant, où il joue avec la lumière sur les objets, ou plutôt sur un paysage plus précisément. Les impressionnistes, c'est un groupe de peintres qui décident non plus de peindre les choses telles qu'elles apparaissent, je dirais, telles qu'elles apparaissent à nos yeux immédiatement. Les impressionnistes sont frappés par les progrès de la science et ils s'intéressent à la physique. Et la physique a appris que la lumière blanche n'est rien d'autre que la condensation, le mélange de toutes les couleurs. Et eux, justement, ils décomposent la lumière et essaient de voir quel effet elle produit sur les différents objets. C'est comme ça qu'ils ne font jamais eux-mêmes de mélange avec les pigments. Ils vont déposer des touches de couleurs pures sur leur toile, et c'est l'œil, via la rétine, qui transmet via le nerf optique les informations au cerveau, qui va synthétiser ces différentes touches pour donner cette fameuse impression qui est beaucoup plus belle, puisqu'on voit vraiment la décomposition de la couleur sur les objets. Vous savez très bien que ici j'ai un pull gris, mais ce pull n'est pas gris en tant que tel, c'est simplement la lumière qui va permettre à la substance qui compose mon pull
de lui donner cette couleur grise. Je vais vous montrer, parmi ces grands peintres, vous pouvez noter évidemment Claude Monet, Édouard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, il y en a encore plein d'autres, il faudrait que ça me vienne à l'esprit. Renoir, vous en avez peut-être en tête pour l'instant? Van Gogh, c'est un post-impressionniste, il vient après. Il est déjà expressionniste. Il est déjà expressionniste. Hein. Ne me parlez pas de Gauguin, etc. Ce sont des post-expressionnistes. Toulouse-Lautrec, c'est déjà un post-impressionniste également. Enfin, je vous en ai cité 4 qui me semblent assez importants. Alors regardez. Alors, je vais vous montrer de nouveau une œuvre célèbre. Voilà. Alors, c'est le Moulin de la Galette. Je vais vérifier le titre. Le Moulin de la Galette. Oui, c'est ça. Le Moulin de la Galette. Alors, vous allez voir ici, vraiment, concrètement, ce que c'est qu'une œuvre impressionniste. Vous allez voir, regardez. Regardez l'impression que ça donne. Le Moulin de la Galette. Vous avez des touches de couleur pure qui sont déposées. Et cette impression, justement, de luminosité est due au fait que la lumière se dépose véritablement sur les objets et leur donne, justement, cette coloration. Si vous êtes juste sur un tableau impressionniste, vous ne verrez rien. Vous ne verrez que des taches ou des dépôts de couleurs avec une palette, par exemple. Mais c'est seulement en reculant que progressivement le tableau va prendre forme, que la scène va prendre forme. Parce que les impressionnistes se sont rendus compte que c'était en fait le résultat d'un processus physique, que j'ai décrit tout à l'heure, et d'un processus intellectuel. En fait, c'est le cerveau qui reconstitue une scène à partir de ce qu'on appellerait, c'était de la télévision, tous des pixels, si vous voulez. Ce n'est pas des pixels, ce sont toutes des petites touches, les unes à côté des autres. Alors, c'est pour le jeu des lumières, ça me paraît assez remarquable. Regardez ici encore, le jeu de la lumière. Bon, si vous pouviez, je vous montrerai après le tournage ici, voir ce tableau, vous vous rendriez compte qu'en fait, ce sont vraiment toutes des touches. Quand vous êtes juste devant, il n'y a rien, ce sont toutes des touches. Vous voyez du rouge, du jaune, du vert, du bleu, à l'état pur, il n'y a pas de mélange. Et regardez les jeux d'ombre et de lumière à travers les ombrages, c'est fantastique. Voilà. Alors, pour le reste, ça c'est pour le XXe siècle, j'en parlerai tout à l'heure. Oh, quoi que c'est peut-être l'occasion d'en parler tout de suite. Je vais faire le lien entre le XIXe et le XXe siècle en partant de la peinture. Comme ça, vous voyez une continuité, et puis je reprends la civilisation du XXe siècle à partir de là. Alors, le début du XXe siècle est une période cruciale pour l'histoire de l'art, une période tout à fait cruciale. C'est le moment où tout bascule. On va passer de l'art figuratif, qui était encore l'art des impressionnistes. Ils ont introduit une véritable révolution en décomposant les couleurs, mais ils font encore de l'art figuratif. Ils représentent encore quelque chose qui existe dans la réalité, si je veux dire. Bon, faut-il en s'entendre sur le mot réalité. À partir du début du XXe siècle, là, on va passer à de l'art non figuratif. De l'art non figuratif. Et la transition se fait avec des personnages comme Matisse, comme Picasso, comme Braque. Moi, c'est une période que j'adore, parce que c'est une période de transition. Chez moi, j'ai dans toute ma maison des copies, évidemment des copies, parce que je ne suis pas assez riche, vous l'imaginez, d'œuvres qui datent de la période 1910-1920. J'ai comme ça Delaunay au rez-de-chaussée,
j'ai du Kandinsky, j'ai du Picasso, sans parler de tous les grands artistes viennois comme Klimt, Kokoschka ou Schiele, par exemple. Hein, c'est une période que personnellement j'adore. Hein. Alors, ceux qui vont faire la transition, c'est d'abord des personnages, un personnage essentiel qui est Matisse. Alors, je vais simplement vous montrer la couverture, ici, ce qui me paraît le plus simple. La couverture. Alors, vous voyez qu'ici, on est déjà à une époque où il met presque sur un seul plan, hein, tout est mis sur un seul plan, on a l'impression à la limite que c'est une table qu'on a levée et que tout va glisser par terre. Donc, on est vous voyez ça, hein? Vous voyez que c'est une table avec une cafetière ou une carafe d'eau, il y a un couteau, il y a des huîtres, il y a une serviette, il y a 2 citrons, mais ça n'a rien à voir avec les natures mortes du XVIIe siècle, vous êtes bien d'accord? Pas pour une question de précision du dessin ou des couleurs, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il est en train de soulever la table et tout va glisser. Donc, autrement dit, tout est mis sur un seul plan, tout est mis à plat. On a déjà cette mise à plat, même si elle ne fait qu'annoncer Matisse, déjà chez Gauguin, hein, quand on voit les peintures de Gauguin, on a l'impression que tout est à plat. Il n'y a aucun volume chez toutes les vainées tahitiennes peintes par Gauguin. Mais là, ce sont encore des personnages. Hein. Ici, ce sont des objets, donc on est toujours dans l'art figuratif, sauf qu'ici, déjà, on est en train de faire basculer les plans. Alors, ce qui va succéder... Ah ben là, je n'ai pas pensé. Peut-être ici. Je ne sais pas si c'est le bon. Enfin, on va voir. Alors, pendant cette période-là, qui est une période d'inventivité tout à fait remarquable, vous avez évidemment un grand personnage, un grand peintre et sculpteur du XXe siècle, qui s'appelle évidemment Pablo Picasso, hein, l'espagnol. Et Picasso, lui, va assurer la transition de l'art figuratif à l'art abstrait. Il va connaître plusieurs phases dans sa vie, la période bleue, la période rose, où dominent certaines couleurs. Mais alors, ce qui marque certainement le tournant, je crois que c'est la période cubiste. Il a été figuratif jusqu'à la fin de sa vie, vous savez. Alors le cubisme, c'est quoi? Eh bien, c'est représenter les choses sous un angle par lequel on ne les connaissait pas précédemment. Autrement dit, on va pouvoir mettre sur le même plan des faces d'un objet ou d'un personnage qu'on ne peut pas voir en même temps, manifestement. Hein, chez Picasso, vous allez avoir, par exemple, le côté droit de la face de quelqu'un et par exemple, la face droite, ce côté-ci, et la partie gauche, ce sera son profil. Donc ça donne des effets tout à fait spéciaux. Étape suivante, donc ça donne des personnages avec un visage tout à fait dissymétrique. Étape suivante, vous allez avoir des parties du corps qui se trouvent derrière, qui vont se trouver devant. Donc le corps va être morcelé, décomposé. Il y a des parties du corps qui vont s'agencer d'une manière qui n'est pas celle de l'anatomie d'un être normal, si je puis dire. Hein? À un moment donné, vous allez peut-être trouver une main qui ressort du ventre, et puis alors vous allez peut-être avoir un pied qui ressort de l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce passage au cubisme, j'espère vous le montrer ici. Regardez. Hein? Regardez ici ces personnages. En dessous. Alors, vous voyez que on est à la limite du figuratif et de ce qui va devenir l'art abstrait. Parce que si vous regardez bien les personnages qui ressemblent un petit peu à des sortes de E.T., là, vous allez voir que les corps sont morcelés et que certaines parties du corps ne sont pas placées là où elles devraient l'être. Alors c'est volontairement, c'est pour que le spectateur puisse voir ce qui ne peut être vu en temps normal. Alors, vous allez voir ce E.T. là qui sort de l'horizon, d'une part,
Et puis vous allez voir des seins, des fesses que vous allez pouvoir identifier, mais à des endroits qui ne sont pas leur endroit, je dirais, naturel, logique. Alors, tout à l'heure, je parlais de visage dissymétrique. Regardez le personnage qui est là. Vous allez voir, tout d'abord, que la forme du visage ne correspond pas à, voilà, parce qu'il est complètement décomposé, que vous allez avoir un œil de face et un œil vu de profil. Donc, à droite ici. Regardez le nez, là. Vous avez un œil vu de face sur le nez et un œil vu de profil. Alors, ceci dit, vous allez me dire, ben, tout ça, c'est un petit peu du jeu. Pas vraiment, hein, parce qu'il y a un projet philosophique derrière tout cela. C'est de se dire que, eh bien, il y a des tas de choses qui nous sont cachées et que quand vous avez un objet, une soi-disant réalité devant vous, eh bien, ce que l'on croit être la réalité ne l'est peut-être pas. Et donc en décomposant et à la limite en provoquant le spectateur, on lui fait se poser des questions, hein, peut-être sur ce que c'est que l'essence de l'objet qu'il a en face de lui, pour montrer que finalement il n'y a peut-être pas d'essence du tout, et que tout est dans tout, et que peut-être tout se vaut. En tout cas, ça fait réfléchir en tout cas le spectateur. Une œuvre évidemment tout à fait remarquable, que je n'ai pas prise avec moi, mais une grande affiche dans ma chambre, c'est Guernica. Hein, Guernica qui représente en fait des monstres avec, vous avez des têtes de taureaux, vous avez des personnages qui sont en train de hurler, des bouches qui sont complètement démesurées et qui étaient peintes à l'occasion du bombardement, de la destruction de ce village, donc à l'époque de la guerre civile par les troupes franquistes. Alors, toujours pour cette époque du premier tiers du XXe siècle, vous avez bien sûr Kandinsky. Vladimir Kandinsky. Alors, là on passe vraiment à l'art abstrait, c'est l'étape suivante, si je puis dire. J'essaie de vous montrer quelque chose qui me paraît significatif. Voilà. Vous allez voir que dans ce tableau, il y a d'abord l'importance des couleurs très chaudes. Vous allez voir également l'importance des motifs géométriques, des droites et des courbes. Et enfin, puisque nous sommes, je poursuis dans le XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, les écrivains, les artistes ayant connu l'horreur de la Première Guerre mondiale, je vous rappelle que toute cette jeunesse qui était carrément enterrée pendant 4 ans dans les tranchées, ceux qu'on appelait du côté français les poilus, qui vivaient dans la boue, dans une insalubrité incroyable, dans la saleté, ils ne pouvaient même plus retirer leurs bottines, puisqu'elles étaient presque soudées à leurs pieds, hein, puisqu'ils pataugeaient dans l'eau et tout, leurs bottines et leurs pieds ne faisaient plus qu'un, une sorte de pierre, si vous voulez. Tous ces jeunes ont connu les mutilations, ont vu leurs camarades mourir. Après la Première Guerre mondiale, ils sont vraiment dégoûtés de l'humanité en général. Ils sont dégoûtés de l'humanité. Et ils vont se réfugier, pour un certain nombre d'entre eux, dans leur rêve, dans un univers onirique. Et cet univers onirique, c'est l'univers des surréalistes. L'univers des surréalistes, en littérature, vous avez quelqu'un comme André Breton, qui en 1924 et en 1932 publie ces 2 manifestes du surréalisme. Vous allez avoir également Philippe Soupeau. Mais dans le domaine de la peinture, vous avez quelques grands peintres, bien sûr Salvador Dali. Hein, je n'ai pas apporté de peinture ici, il est très connu, donc on y renvoie facilement dans l'histoire de l'art, hein, qui représente un monde complètement fou. Vous connaissez peut-être la tentation de Saint-Antoine. Et dans la tentation de Saint-Antoine, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Saint-Antoine qui est en train de sortir, il est au milieu du
désert. Il est en train de sortir de manière toute frêle du sol, il est en train de tendre une croix, il est tout nu face à d'immenses éléphants qui ont des jambes de girafes. Et on est dans un univers complètement fou. Il y a également les fameuses montres molles. Vous savez, quelques temps, vous voyez ces montres qui sont en train de couler sur la pierre. Il y a le rapport au temps, là aussi. Dans la peinture belge, si je puis dire, en Belgique, vous avez deux grands surréalistes, parce qu'on dit souvent que la Belgique est une terre de surréalisme. On le dit souvent en politique maintenant, c'est devenu un lieu commun de parler que la Belgique est un pays surréaliste. Vous avez évidemment René Magritte et André Delvaux. René Magritte, qui représente souvent des scènes de gare. Non, excusez-moi, ça c'est André Delvaux. Je commence alors par André Delvaux. André Delvaux qui représente souvent des scènes de gare, où vous avez comme ça des femmes nues qui sont en train de déambuler, mais un petit peu comme des zombies, en regardant droit devant elles. Et vous avez, se promenant dans les mêmes gares, des hommes habillés strictement en gentlemen anglais, avec leur parapluie et leur chapeau rouge. C'est assez spécial, évidemment. Ça, c'est André Delvaux. Et alors, du côté de Madrid, vous avez des peintures que vous connaissez certainement. La peinture la plus connue, c'est évidemment « Ceci n'est pas une pipe », où vous avez une pipe qui est peinte sur un fond vert, sauf erreur de ma part. Et alors, effectivement, ceci n'est pas une pipe. Ce n'est que la représentation d'une pipe, évidemment. Il joue sur les mots, mais quelque part, il est surréaliste, mais vous voyez que la réalité des surréalistes est une réalité qui est peut-être plus profonde et plus essentielle que celle des peintres dits réalistes. Et chez Magritte, vous avez, il y a un musée qu'il faut absolument aller voir, qui se trouve Place Royale, à Bruxelles, et chez Magritte, vous avez par exemple des œuvres où, dans un arbre, vous voyez le ciel, qui est représenté, c'est dans une porte, c'est justement dans la partie pleine que vous voyez de la végétation, etc. Vous voyez d'immenses rochers qui sont en train de voler dans les airs, etc., etc. Je poursuis. L'histoire de l'art au XXe siècle, après une phase, je dirais après, non pas après, parce qu'elle existe parallèlement à d'autres tendances, l'art purement abstrait d'un Piet Mondrian, par exemple, qui ne représente plus que sur un fond uni des droites perpendiculaires, noires la plupart du temps, sur un fond rouge, sur un fond blanc, par exemple, vous allez avoir, après la Deuxième Guerre mondiale, toute une série de courants qui vont se développer. On appelle ça l'art minimaliste, l'art conceptualiste, l'art... vous allez avoir toute une série, une efflorescence véritablement, qui va parfois conduire certains à retrouver l'art figuratif via l'hyperréalisme, et l'art va se diriger dans toute une série donc de directions qu'il ne m'appartient pas de développer ici, parce que ça mériterait un cours en tant que tel. Donc si j'ai le temps, moi j'essaierai de faire un cours sur l'art alors d'après la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais peut-être vous montrer quand même, je vous ai parlé du surréalisme il y a quelques instants, je voudrais peut-être vous montrer un peintre surréaliste justement, qui est Max Ernst, qui a immigré d'Europe vers les États-Unis et qui a représenté des décors qui seront utilisés dans la bande dessinée de manière abondante. Regardez par exemple ceci, c'est un décor tout à fait surréaliste qu'on trouve aussi dans les bandes dessinées des années 1980 ou 90. Il est très influencé également par les paysages américains. Vous savez, ces régions rocheuses, vous avez des montagnes qui sont en train de se décomposer, etc. Je vais essayer de vous en montrer ici. J'espère en tout cas. Regardez, un peu comme ceci. Ça fait penser évidemment au désert américain, mais vous allez voir que dans toutes ces roches apparaissent des mains, des parties de personnages. On est vraiment dans le surréalisme.
dessinée se sont inspirés de ce genre de décor. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de poursuivre l'histoire de la civilisation par des considérations qui concernent les autres arts, si je puis dire. Le cinéma est inventé par les frères Lumière à Lyon en 1895. Le cinéma sera muet jusqu'en 1927, date à partir de laquelle il sera parlant. Les totalitarismes vont s'emparer, évidemment, du cinéma parlant. Le cinéma français et le cinéma américain dominent certainement l'avant-guerre. Les années 1940, à partir de 1940-1950, là c'est très clairement le cinéma américain qui va se répandre un petit peu partout sur la planète. L'heure de gloire de Hollywood se situe entre 1930 et 1950. Mais parallèlement à ça, se développe aussi un cinéma très intéressant qui est le cinéma italien. Déjà à l'époque de Mussolini, dans le Hollywood italien à Rome qui est Cinecittà, donc la ville cinéma. Cinecittà va être démantelé par les Américains après-guerre, mais le cinéma italien va connaître une vogue extraordinaire. Je pense surtout à ces films qui concernent l'Italie misérable, qui est celle des années 1945-1955, et qui est filmée par des gens comme allez, je réfléchis un petit peu, par Roberto Rossellini, par Antonioni, par Paolo plutôt Pasolini, par Vittorio De Sica, par Luchino Visconti, et bien d'autres encore. Ce sont des films tout à fait remarquables, ces films américains, ces films italiens entre 1945, je dirais, et 1975. À partir de ce moment-là, le cinéma italien décline, mais pendant 30 ans, le cinéma italien est tout à fait remarquable. Pensez, évidemment, je ne l'ai pas cité, mais au film de Federico Fellini, bien sûr. Pensez à la strada, à la rue, littéralement. Et puis alors pensez à tous ces films italiens, vous connaissez certainement, allez, comment il s'appelle non, ça m'échappe. Allez, le film avec... ça m'échappe. Enfin, Marcello Mastroianni et Evita Hedberg, là, quand ils sont dans la fameuse fontaine de Trévi, on ne trouve plus le mot pour l'instant. C'est la Vita. Non, enfin, je n'ai plus le titre en tête, mais enfin, ce sont des films qui sont restés certainement dans toutes les mémoires. Le cinéma français va connaître également un regain au moment de ce qu'on appelle la nouvelle vague, avec des gens comme Claude Chabrol qui vient de décéder, mais surtout avec Jean-Luc Godard. Certainement, Jean-Luc Godard est la figure de proue de ce cinéma de la nouvelle vague. Tandis que le cinéma américain, depuis, je dirais, à partir des années 1970, va surtout se limiter, aux films catastrophes du style La Tour Infernale, Apocalypse Now, voilà. Il y a aussi quelques chefs-d'œuvre comme Le Parrain, vous connaissez bien sûr, de Francis Ford Coppola, mais c'est surtout les films catastrophes, et le cinéma américain va surtout produire des films destinés à terme à être diffusés à la télévision. Alors là aussi, c'est un secteur qu'il s'agit d'explorer, c'est l'importance de la télévision évidemment, qui est inventée dans l'entre-deux-guerres, mais qui n'est commercialisée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Après 1950, tous les foyers américains voudront se procurer ce fameux petit écran. En Europe, en Europe occidentale, il faudra attendre le début des années 60. En France, en Belgique,
C'est à partir des années 1962-63 que tout le monde voudra avoir son poste de télévision, même s'il n'y avait que 3 ou 4 chaînes qui étaient diffusées sur les ondes. Le poste de télévision est devenu un objet tout à fait familier dans les maisons, au point de manger une grande partie de la vie familiale, hélas, puisque dans de plus en plus de foyers, il y a plusieurs postes de télévision dans une même maison ou dans un même appartement, et la famille est disloquée, puisque jadis on se réunissait autour du foyer, autour du repas, et que maintenant, chacun va voir son programme dans sa chambre ou dans son salon, et que dans le meilleur des cas, on mange peut-être un petit quelque chose ensemble, mais la plupart du temps, un sondage récent l'a montré, pour la population française et la population belge, de plus en plus, les enfants et les adolescents ne mangent plus avec leurs parents. C'est en tout cas le cas, là c'est tout à fait clair, parce qu'il y a un sondage qui a été fait il y a un mois dans les banlieues en France, c'est-à-dire que chacun devant son poste, ou bien on va jouer avec des copains à l'extérieur, on ne mange plus en famille. Donc, on est dans une situation paradoxale où nous sommes dans une société de la communication où les gens ont l'impression de beaucoup communiquer via Internet, via les téléphones portables, et où en fait la communication profonde, réelle, est réduite à la portion congrue, en tout cas dans la vie familiale. Voilà, ça c'est pour la télévision, parce que je devais en toucher un mot, c'était indispensable. Alors, pour le reste, le progrès des sciences, parce qu'on va quand même revenir aux sciences qui se sont fortement développées depuis le XIXe siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure des progrès de la physique, de la chimie, j'ai parlé en dernier lieu, je crois, de Marie et de Pierre Curie, à propos de la radioactivité. Il y a 2 personnages qu'il s'agit de citer à tout prix dans le domaine de la physique. Ce sont les 2 grands physiciens du début du XXe siècle, et même je dirais du XXe siècle tout court. C'est d'abord Max Planck, P-L-A-N-C-K, Max Planck, qui en 1900 décrit et explique sa théorie des quantas, selon laquelle, lorsqu'il y a une émission électrolumineuse, l'énergie n'est pas diffusée de manière continue, mais elle est diffusée par paquets, ce que lui appelle des quantas. Donc, pouf, 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 vous voyez, c'est pas continu, ce sont des paquets, c'est ce qu'on appelle les quantas. Et alors, il y a un autre personnage que vous connaissez bien, au point qu'il symbolise le savant pour tout le monde, c'est évidemment Albert Einstein, qui est un Suisse, de Zurich, et qui va devoir immigrer, vu ses origines juives, aux États-Unis au début des années 30. Einstein, en 1905, met au point la théorie de la relativité restreinte, bientôt suivie en 1912 par la théorie de la relativité générale, qui va complètement révolutionner notre vision de l'univers. Déjà au milieu du XIXe siècle, des grands mathématiciens avaient remis en cause des postulats que personne ne pensait remettre en cause depuis l'Antiquité, en particulier la géométrie euclidienne. Vous savez que dans la théorie euclidienne, la base, c'est que vous ne pouvez faire par un point donné passer qu'une seule droite qui soit parallèle à une autre droite donnée. On peut faire passer qu'une seule droite par un point donné. Tandis qu'à partir de Lobachevsky, donc dans les années 1850, eh bien, la théorie euclidienne est complètement remise en cause, ainsi que par d'autres mathématiciens comme Riemann, qui va entre autres travailler également sur la notion de limite, mettre au point cette notion. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs en mathématiques quand vous travaillez sur les intégrales.
c'est des souvenirs qui pour vous sont peut-être pas très lointains, pour moi évidemment ça remonte loin. Hein? Voilà. Alors la physique dans le courant du XIXe siècle va faire de très grands progrès. En 1927, Georges Lemaître, qui est un Belge, un chanoine, un ecclésiastique, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, va inventer, mais il se fait que son invention va être pratiquement démontrée depuis lors, l'idée selon laquelle l'univers trouve sa source dans un point et a éclaté véritablement, donnant lieu à une expansion continue de ce même univers. C'est la fameuse théorie du Big Bang, de la grande explosion. Or, le Big Bang, ce n'est pas lui qui a trouvé l'explosion, c'est l'expression, c'est au contraire les gens qui voulaient dénigrer, hein, qui sont fichus de lui en disant bah oui, c'est la théorie du Big Bang, hein, de la grosse explosion. Quoi. Mais donc ça ne vient pas de lui. Comme souvent, hein, les courants scientifiques, littéraires ou artistiques ont gardé le nom des détracteurs de ceux qui avaient initié le mouvement. C'est le cas de l'impressionnisme, hein. Ce n'est pas les impressionnistes qui sont après impressionnistes, c'est un critique littéraire qui a critiqué les impressionnistes en contrepartie du fameux tableau Impression soleil couchant. Hein. Donc c'était une critique. Hein. Voilà. Alors, cette théorie, c'est celle qui a l'adhésion du plus grand nombre de physiciens, d'astronomes à l'heure actuelle. Elle n'est pas certaine à 100%, mais en tout cas, c'est celle qui tient le mieux la route pour l'instant. Théorie selon laquelle, donc, hein, l'univers, à l'origine, c'est un infime point constitué d'énergie qui, au moment d'éclater, va se transformer en matière, hein, qui va donner lieu comment dirais-je, d'abord à une sorte de magma, si vous voulez, qui va donner lieu à la suite de l'apparition des 4 grandes forces physiques qui dominent l'univers, hein, entre autres les forces gravitationnelles, va donner lieu à l'apparition des systèmes d'étoiles et de planètes. Alors ça a pu être prouvé, en particulier grâce à des instruments qui permettent de calculer l'écho qui vient du fin fond de l'univers et qui n'est rien d'autre que l'écho du Big Bang. Et vous savez que les distances dans l'univers se calculent en milliards d'années-lumière, hein, et que donc, s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre dans l'univers, eh bien, c'est fort possible, hein. Le contraire serait même étonnant qu'il n'y ait que sur Terre, qu'il n'y ait que de la vie. Il sera peut-être très difficile de l'atteindre un jour, parce que vu les dimensions de l'univers, je veux dire, il y a des problèmes pratiques qui font que ça dépasserait la vie d'un homme, tout simplement, pour pouvoir le prouver. Ou alors vous envoyez une machine qui va prendre plusieurs siècles avant d'arriver, hein, avant de pouvoir le prouver. Mais comme vous le savez, depuis quelques années, on a trouvé des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se trouvent en dehors du système solaire. Et on a trouvé même des planètes qui laissent supposer qu'elles auraient pu ou qu'elles pourraient contenir de la vie. Hein, parce qu'à partir du moment où vous avez de la glace, vous avez de l'eau, et vous pouvez avoir de la vie. Mais il y a toujours jusqu'à présent eu des difficultés à pouvoir considérer que la vie était possible pour des questions de gravitation, de température, par exemple s'il fait moins 300. Là, vous comprenez, il y a toujours eu jusqu'à présent des problèmes qui laissent supposer que la vie n'est pas apparue en tant que telle, même si potentiellement il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies. Voilà. Mais l'astrophysique est un domaine évidemment tout à fait passionnant, mais qui suppose évidemment des connaissances très très approfondies pour ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'il faut de l'inventivité, bien sûr, mais voilà. Alors, autre grande découverte du XXe siècle, je vois que je suis très bavard, donc il faut que je révise un petit peu mon propos. Je croyais en finir en 1 heure, et comme d'habitude, je vais saler. C'est évidemment toutes les découvertes faites autour de l'atome, en particulier par Heisenberg, par Fermi, avant la guerre, qui vont donner lieu
à la maîtrise de l'énergie atomique lors de l'explosion, donc au mois de juillet 1945, dans le désert d'Alabama, à Los Alamos. Los Alamos, ça veut dire les peupliers en espagnol. Et de l'explosion de la première bombe atomique. Donc aux États-Unis au mois de juillet 1945. Ça s'est passé un petit peu avant la conférence de Potsdam. Évidemment, Truman avait cet argument dans sa poche. Il savait qu'il allait être gagnant quand il s'est retrouvé face à Staline à ce moment-là. Et il a annoncé qu'il allait disposer d'une arme terrible qui va effectivement mettre à exécution sa menace contre le Japon, donc les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima d'abord, à Nagasaki ensuite, ce qui va évidemment accélérer la fin des hostilités et la signature donc, de l'armistice par les Japonais au début septembre 1945. Alors cet atome maîtrisé va être heureusement utilisé à des fins civiles pour produire de l'électricité. Il y a une agence atomique qui va être créée au sein des communautés européennes en 1957 et qui était prévue donc, dans le traité de Rome, que l'on appelle l'Euratom. Mais l'usage de cette énergie nucléaire va être bientôt contesté par des écologistes qui montrent que d'une part, les déchets résultant de l'usage de l'uranium vont à un moment donné polluer la Terre et restent radioactifs pendant des centaines, voire des milliers d'années, et d'autre part, il y a toujours le risque qu'une centrale nucléaire ne soit pas bien surveillée et donne lieu, lors de son explosion, ou plutôt de l'implosion de son réacteur thermonucléaire, à un nuage, comme c'était le cas en 1986 lors de l'explosion de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, dans l'ex-URSS. Voilà. Qui a contaminé pour des siècles, voire des millénaires, la terre, donc les plantes et les animaux de cette région. Alors, je vous ai parlé de la physique. Oui, je vais vous parler quand même des immenses progrès de la médecine. Je crois que c'est la physique et la médecine. Je ne vais pas m'attarder à tous les aspects parce que sinon on n'en sort plus. Et alors on ne fait plus que de l'encyclopédie et de la description. Alors dans le domaine de la médecine, prodigieux développement également au XXe siècle. Découverte de la pénicilline qui permet de combattre les corps qui peuvent menacer l'être humain, des infections en particulier. Elle est découverte par Fleming, Alexandre Fleming, je crois que c'est en 1927. Alors, outre cela, la chirurgie va faire de grands progrès pendant les 2 guerres mondiales. C'est triste à dire, mais les guerres sont toujours des périodes où la science et la médecine font de grands progrès. Parce qu'on a beaucoup de Kobe, excusez-moi l'expression, sous la main. La science fait toujours des grands progrès pendant les guerres. Parce que la physique, la chimie et la biologie sont soumises à un rythme d'enfer, puisqu'il faut surpasser l'ennemi pendant cette période-là. Ensuite, dans le domaine de la médecine, il y a bien entendu les progrès, toujours dans le domaine de la chirurgie, concernant les greffes. Les premières greffes datent des années 1950. Alors, greffe de toute une série d'organes. Estomac, poumon, le cœur. En 1967, première opération en Afrique du Sud, à l'époque du régime de l'apartheid, par le docteur Barnard. Grand progrès également dans tout ce qui permet justement à des virus de se développer, les antibiotiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des travaux de Fleming qui conduisent à l'invention des sulfamides. Donc les antibiotiques, au point que les antibiotiques maintenant ont de plus en plus de difficultés
à agir parce qu'on en a fait une consommation beaucoup trop importante et qu'on doit toujours trouver des antibiotiques toujours plus forts parce que les virus qui se trouvent en vous résistent de plus en plus, ils s'adaptent. Hein, c'est une application de la théorie de Darwin, hein, la sélection naturelle et l'adaptation à l'environnement. Mais les virus, ce sont des corps vivants, hein, n'oubliez pas. Le virus, c'est vivant. Hein. Alors, les grands progrès de la médecine concernent également, évidemment, tout ce qui concerne l'imagerie médicale. D'abord par les scanners, par la résonance magnétique ensuite, qui permettent de visualiser sur un écran, grâce au progrès de la physique, de voir les régions, par exemple, du cerveau qui réagissent plus ou moins bien, suivant que vous avez des cellules qui sont normales ou des cellules qui ne sont pas. C'est basé toujours sur le principe de la radioactivité. Hein. Grand progrès également, je réfléchis un petit peu, dans le domaine de la médecine. Bon, ben, je crois que je vous ai dit quand même l'essentiel. Hein. Je vous ai parlé des antibiotiques, je vous ai parlé des greffes, je vous ai parlé de l'imagerie médicale. Ce sont certainement trois secteurs assez significatifs de la lutte contre les maladies. Mais il se fait que des maladies nouvelles sont apparues. Hein. À partir de 1979, il y a le sida, qui est identifié au milieu des années 1980 par deux équipes, en particulier une équipe française, l'équipe du professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur à Paris. Alors, le virus du sida, on sait exactement de quoi il s'agit, hein, le VIH, le virus d'immunodéficience acquise, qui donne lieu au sida, qui est le syndrome d'immunodéficience acquise par l'être humain. Et comme vous savez, ce virus permet à des maladies opportunistes de se développer, puisque l'organisme ne va pas réagir, puisqu'il ne va plus produire d'anticorps et de réactions immunitaires. Et c'est ainsi qu'avec le sida, vous pouvez décéder à la suite d'une pneumonie, d'une grippe, voire d'un rhume. Évidemment, tout dépend le degré de résistance ou d'absence de résistance plutôt de votre organisme. Maintenant, il existe heureusement, hein, avec la trithérapie, des moyens de tenir pendant 20 ans, voire 30 ans avec cette maladie, mais pendant toute votre existence, vous devez vous prendre au moins une vingtaine de médicaments tous les jours, avec des effets secondaires, avec beaucoup de fatigue. Donc vous pouvez avoir une vie apparemment normale, mais qui ne l'est pas, vu tous les médicaments et les effets secondaires que vous avez. Mais c'est vrai que le sida, à l'heure actuelle, est plus mortel chez nous. Enfin, si vous êtes pris en charge à temps grâce à ces médicaments, à court terme, je veux dire, à long terme, évidemment, oui. Hein. Tandis que dans les pays d'Afrique noire ou du sud-est asiatique, le sida fait des ravages, alors qu'il suffirait tout simplement, si l'industrie pharmaceutique n'était pas obsédée par les profits que génèrent certains médicaments, si on pouvait évidemment diffuser ces moyens comme la trithérapie dans ces pays-là. Mais comme vous le savez, hein, notre monde est dirigé par le business et pas par des considérations éthiques. Je crois que vous le savez. Hein. Bon, alors, je ne peux pas m'étaler sur tous les sujets, la biotique, les bébés éprouvettes, les fécondations in vitro, etc. Je n'en sortirai pas. Je vais peut-être terminer mon exposé, qui pourrait, je vous l'ai dit, être prolongé lors de plusieurs leçons ultérieures, par quelques éléments concernant notre civilisation. Ce sera ma conclusion. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques, je dirais, de notre société depuis le XIXe siècle? C'est une société qui est de plus en plus dominée par l'image. Les affiches apparaissent à la fin du XIXe siècle pour faire des réclames pour des produits commerciaux. Ces affiches vont servir bientôt pour la propagande politique, à l'époque des régimes totalitaires, mais aussi dans les régimes démocratiques.
lors des élections en particulier. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance du cinéma, de l'importance de la télévision. Pensez également à tous les moyens électroniques dont nous disposons à l'heure actuelle, surtout les ordinateurs. Dans le domaine de la communication, bien sûr, il y a Internet, il y a les téléphones portables. Donc, on se trouve sur une planète sur laquelle de multiples réseaux sont connectés et permettent donc une rapidité incroyable de la communication par rapport à ce qui existait précédemment. Toutefois, nous vivons dans un monde où l'individualisme est de plus en plus présent, paradoxalement, puisque vous pouvez rester chez vous et communiquer avec le monde entier, mais en ne rencontrant vraiment physiquement personne. Nous sommes certainement dans un monde où la solidarité a tendance à disparaître, où chacun travaille essentiellement à sa survie personnelle, dans le monde capitaliste que l'on connaît, qui est un monde dur. Et vous avez peut-être eu l'occasion de voir hier les derniers épisodes de la série Les Vivants et les Morts sur France 2. Et voilà l'histoire d'une grève dans une usine en France, et qui tombe, je dirais, à pic, et plutôt très mal pour le gouvernement français maintenant, parce qu'après avoir vu ça pendant 3 heures pendant une soirée, on a vraiment envie de refaire la grève le lendemain, vous savez. Je ne sais pas si vous connaissez cette série Les Vivants et les Morts sur France 2. Et on est tout à fait, c'était la semaine passée, cette semaine-ci, on se croirait vraiment dans l'actualité. Sarkozy, on s'est dit, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont approché ça maintenant? Donc c'est pour pousser les gens à faire des arrêts de travail, à faire la grève. Voilà. Et à protester contre le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire où l'être humain est considéré comme un objet. Ceci dit, ça a toujours été le cas. Il ne faut pas croire que notre époque, c'est plus grave qu'auparavant. Voilà. Bon, ben écoutez, je ne vais pas pouvoir m'attarder plus longuement. J'aurai l'occasion de vous parler dans le cadre du chapitre sur la décolonisation et la colonisation. J'aurai l'occasion de vous parler du tiers-monde, et donc de la partie du monde dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, et qui constitue quand même plus des 2 tiers de l'humanité, si pas les 3 quarts maintenant, minimum les 3 quarts. Et donc ce sera l'objet d'une autre leçon. Voilà. Donc, c'est en désespoir de cause que je dois terminer maintenant, faute de temps, mais ne vous en faites pas, dans les semaines qui viennent, j'aurai l'occasion d'approfondir certains aspects qui n'auront été qu'effleurés maintenant, et surtout de développer des sujets qui n'auront pas été traités du tout aujourd'hui, et qui entraient bien dans le cadre de cette leçon sur la civilisation au XIXe et au XXe siècle. Donc, c'est tout à fait consciemment que je limite ici mon exposé. J'ai dit